Mesdames et messieurs, bon après-midi, il est 13h en Goro, c'est dans le Bas-Mekim, dans la région du centre. Bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur Canada International. Au rang des titres de cette édition, Douala, la pluie impose des comportements nouveaux. À peine la petite saison de pluie arrose la ville, celle-ci est inondée, difficile de circuler car de l'eau de ruissellement envahit la chaussée. Déjà 6 unités de production de ciment au Cameroun, le prix du ciment reste élevé selon les consommateurs moyens. Un panorama que dénoncent les bâtisseurs. En sport, UMS perd sa place de leader du championnat de Ligue 1 au profit de son voisin le plus proche, Stade Renard. Le derby qui a opposé les deux clubs frères s'est soldé par 1-0 en faveur du Stade Renard. Comme on vous l'a annoncé en titre, la petite saison de pluie a démarré. La ville de Douala est inondée. Difficile de circuler dans certains artères. La zone est totalement envahie par les eaux. Les caniveaux bouchés empêchent les eaux de circuler et dit que cela ne fait que commencer. Trésor Tanon était dans les artères de la ville de Douala. Ce sont des signes qui trahissent les imperfections de la ville de Douala en matière d'urbanisme. La pluie de ce jeudi matin donne place à l'inondation. Nous sommes dans les rues d'Aqua, difficile de marcher sans se tremper. Les inondations, quand il pleut, ça nous gêne énormément. Énormément. Ça fait tomber les voitures. Les gens tombent là, cassent les pieds, se font mal. Les gens se discutent. Nous sommes mal à l'aise. Quand les motos tombent depuis, je n'ai pas vendu parce que je suis là pour soulager les gens qui tombent dans l'eau. Vraiment, il faudrait que les délégués puissent faire quelque chose. Voilà, c'est la grande saison qui vient. Petit pluie de 2 temps, c'est tout inondé, c'est pas bien. C'est pas vraiment. S'ils pouvaient comprendre que Douala, la ville est saturée avec l'eau, c'est pas. Il faut qu'ils changent. Le drain de Bessengue, encore en chantier, canalise tout de même si les riverains sont en danger. La petite saison des pluies ne fait que commencer. La suite s'annonce difficile avec ce que l'on voit aujourd'hui, les pieds dans l'eau à Douala. Toujours dans le registre des faits de société, une mini-cité en flammes, c'est le bilan d'un incendie au quartier Lobaba, dans la 3e. La manipulation du carburant par un bailleur et son fils alors qu'une locataire faisait la cuisine sera à l'origine des flammes. D'importants dégâts ont été enregistrés. Toujours Trésor Tanon sur le terrain. Les mains levées vers le ciel, Orphelia exprime son malaise. Elle vient de vivre l'enfer cette matinée de mercredi au lieu d'Isachman à la vallée Lobaba dans l'arrondissement de Douala 3e. Le feu a tout brûlé chez elle. Je suis dans la chambre, j'ai mis le marmite au feu pour commencer à préparer. Et mon bailleur était dans le magasin avec son fils. J'ai seulement compris comment il est en train de demander à son fils que j'ai dit que tu ne mets pas le carburant comme ça là. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ça? Je ne sais pas où ce qui est passé. Où c'est le carburant qui est versé, où c'est comment. J'ai seulement vu comment le feu est entré chez moi comme ça là. Ici quelques images de l'incendie. Filmé à l'aide d'un téléphone portable par les riverains. L'intensité du feu laisse croire qu'une substance attise les flammes. Le bailleur, selon les informations, fait dans la vente illicite du carburant. Et son fils était en pleine manipulation de ce liquide dans la chambre qui abritait le stock. Je dis à mon bailleur souvent que comme il fait son carburant comme ça là, je ne suis pas contente de ça parce que l'odeur d'abord de le carburant là, ça m'étouffe dedans. Et comme quand je suis à la maison, il évite un peu de couper le carburant là parce que le feu et le carburant ça ne donne pas. Et si je savais même qu'il vendait le carburant, il ne devait même pas entrer ici là. Les voisins pris de panique ont réussi à sortir quelques effets de leur maison. C'est cette dame qui a donné l'alerte. Quand j'ai commencé à faire sortir les choses de chez moi, j'ai crié. Ma voix a fait sortir peut-être son côte, Lobaba. Parce que la façon que j'ai crié, ce sont mes voisines qui sont venues m'arrêter. Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux ont juste eu le temps de calmer les poches d'incendie. Ils ont d'abord été mal orientés vers Zachman Dogbon avant de faire demi-tour. La marmite de Watafoufou est irrécupérable. La télévision est partie en fumée, le ventilateur, bref, 3 chambres et leur contenu. Orphelia a perdu 310 000 francs CFA, une somme
qui devait lui permettre de payer la nouvelle chambre qu'elle a trouvée au quartier il y a quelques jours. L'argent que j'avais à la maison, c'est hier que j'ai trouvé une chambre là-bas vers l'hôpital Jean-Paul II. J'ai dit à la femme là que je vais venir payer l'argent là le soir. Et j'arrive maintenant le soir, j'étais très fatiguée. J'ai dit que ok, je vais venir le matin, là, comme j'ai fini de préparer la nourriture. Ophélia est originaire du sud-ouest. Elle qui, fuyant la crise anglophone, a réussi à s'intégrer à Douala. Mais elle devra repartir à zéro. Elle compte bien porter plainte contre son bailleur, lui qui aurait été un peu brûlé par les flammes. En attendant, Ophélia reste un cas social qui a besoin d'aide. Un incendie qui appelle les populations de la ville de Douala à beaucoup plus de prudence quant à l'utilisation des produits inflammables. Nous allons cette fois-ci en économie pour dire quel impact la multiplication des cimenteries peut-il avoir sur le prix du ciment. La question qui taraude les esprits au moment où le Cameroun se dote d'une 6e unité. Les bâtisseurs se plaignent que ce prix reste inchangé malgré la nouvelle unité de production. Yvonne Katiken nous fait la part belle dans ce reportage. Depuis plus de 20 ans qu'il travaille dans le bâtiment, Jean Notué n'est pas ému à l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle cimenterie, la 6e au Cameroun. Et la raison est toute simple, les prix restent inchangés. L'abondance ne change rien, c'est la même chose. De toute façon, on attend que le prix baisse, mais ça ne baisse pas. Avec la multiplication des usines de cimenterie, les citoyens espèrent une réduction significative des prix du ciment. Nous ne constatons pas de réel changement dans la chaîne d'approvisionnement du ciment. Peut-être nous aurons de moins en moins de pénuries, mais on se serait attendu à ce que le sac de ciment coûte quand même 3 000 francs ou 2 500 francs. Comme il y a plusieurs sociétés de cimenterie, on attend que le prix baisse d'un sac de ciment pour que le dernier, même si le dernier Camerounais puisse avoir l'accès à l'achat de ce ciment pour se construire. Malheureusement, cet espoir reste vain. Cimencam, Dangote, Mira, Cimaf, la tarification semble la même. Je constate que certains grands travaux, que ce soit les barrages, que ce soit les routes, ou alors les stades ont parfois des retards parce qu'on nous dit qu'on a pénurie de gravier, de ciment. Ça ne s'explique pas de toutes les façons. Donc pour nous, ce n'est que du business une fois de plus. La nouvelle usine, inaugurée à Nomayos, va sans nul doute accroître la production annuelle du ciment au Cameroun. Mais pour les end-users, le questionnement demeure: à quand la baisse significative du prix du ciment? La suite de l'information de cette édition de la mi-journée sur Canada International, c'est avec notre studio de Yaoundé. Bon après-midi Delphine Fonko. Robert Chalitor, bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Et dans la suite des nouvelles, on parle de ce nouveau domaine de recherche pour les étudiants des filières chimie et biologie des universités camerounaises. La ressource génétique de la recherche et de l'innovation est un programme de la fondation allemande Alexander von Humboldt. Les responsables universitaires et les membres de cette fondation sont en concertation depuis hier à Yaoundé en vue de l'implémentation de ce projet. Chanel Wampé, Michel Foucault. Faciliter la recherche scientifique et octroyer des bourses aux étudiants, tels sont les objectifs de la Fondation Alexander von Humboldt. En conférence hier à Yaoundé avec des partenaires, la Fondation veut passer à la phase supérieure et encadrer le maximum d'étudiants camerounais. Les bourses de recherche ils sont ouvertes pour toutes les universités, pour les chercheurs de toutes les universités au Cameroun. Mais comme l'université de Yaoundé 1, c'est la première, c'est la meilleure université du Cameroun, c'est naturel qu'on a le plus grand nombre des Humboldtiens. Pour ce faire, un programme sur les ressources génétiques, la recherche et l'innovation sera implémenté dans les universités camerounaises et principalement à l'université de Yaoundé 1. Ce sont des Humboldtiens qui sont des ambassadeurs scientifiques dans les différentes universités et ils devraient donc, par ce qu'ils ont perçu ici, implémenter les ressources, la notion des ressources génétiques d'abord à tous les scientifiques dans leur université, puis aux dirigeants des universités. Ce programme va permettre aux étudiants-chercheurs camerounais d'effectuer leurs recherches en chimie, en biologie
et dans d'autres domaines scientifiques. Il faut passer à une phase supérieure, la transformation de ces ressources. C'est pour ça qu'ils ont appelé génétique, notamment dans la fabrication des médicaments, dans la fabrication des pesticides, dans la fabrication des produits. Et là-dedans, vous avez, n'est-ce pas, la fabrication des produits pour tuer n'est-ce pas, les animaux qui bouffent les plantes. Et donc, vous comprenez sur le plan économique que l'impact est assez important. Pendant 4 jours, la Fondation Alexander von Humboldt va réfléchir sur les moyens d'une bonne implémentation de ce programme. En santé, la lutte contre le VIH/SIDA s'intensifie au Cameroun. Les pouvoirs publics et leurs partenaires multiplient les stratégies pour éliminer définitivement cette maladie dans notre pays. Des actions concrètes ont été menées en 2018. Les principaux acteurs de la chaîne ont évalué les résultats au cours d'une séance de travail présidée hier à Yaoundé par le patron de la santé publique au Cameroun, Karel Meza-Tchatchoya, et Luc Vandor pour les détails. Malgré la baisse du taux de prévalence du VIH/SIDA qui est passé de 4,3% en 2011 à 3,4% en 2018, le Cameroun est toujours dans une situation d'épidémie généralisée et le pic de nouvelles infections chez les jeunes filles dont la tranche d'âge varie entre 15 et 24 ans reste encore élevée. Pour tordre le cou à cette maladie d'ici 2030, les pouvoirs publics et leurs partenaires multiplient les stratégies de lutte. La première réunion statutaire du Comité national de lutte contre le sida pour l'exercice 2019, tenue ce 3 avril à Yaoundé, a justement pour objectif jeter un regard rétrospectif sur les actions menées en 2018. Plus de 51 millions de préservatifs ont été distribués. En 2018, 3 169 382 personnes ont été testées au VIH dans l'ensemble du pays. De plus, notons que 16 638 enfants nés de mères séropositives ont bénéficié du premier examen de polymérase chain reaction. Malgré ces résultats encourageants, le pays est loin d'atteindre les objectifs des 3,90. Ces acteurs entendent mettre les bouchées doubles en 2019. Au moins 2 527 047 personnes doivent être dépistées, dont 939 057 femmes enceintes et 26 402 enfants exposés. 322 000 adultes et enfants devront être mis sous traitement d'ici fin décembre de l'année prochaine. La réduction des nouvelles infections sera un axe majeur, tout comme la mobilisation des ressources. Les présentes assises vont favoriser une mise en œuvre harmonisée des orientations futures de la lutte. Et cependant, les organisations de la société civile accentuent leur engagement à barrer la voie au paludisme. Depuis hier, ils s'imprègnent de nouveaux outils et stratégies pour lutter contre la maladie. C'est à la faveur d'un atelier de formation organisé par l'organisation non gouvernementale Malaria No More. D'autres précisions dans cet élément d'Alain Ghislain Kanga et Samuel Bonis. Des stratégies se multiplient pour combattre le paludisme au Cameroun. La situation endémique de la maladie n'est guère reluisante. Raison pour laquelle l'ONG Malaria No More a réuni les acteurs de la société civile pour un renforcement des capacités dans leur engagement à lutter contre la maladie. Nous qui sommes des organisations toujours de la société civile mais de deuxième niveau, nous l'accompagnons et puis elle nous accompagne. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Les participants ont reçu des outils sur le rôle de la société civile pour faire face au paludisme et surtout améliorer leur aptitude d'intervention. Et nous espérons donc aussi impliquer les organisations paludisme pour qu'elles puissent remonter les données, les besoins, les problèmes des communautés dans la mise en œuvre de certains programmes jusqu'au niveau du ministère de la Santé, du programme paludisme, et qu'elles puissent travailler avec le programme paludisme pour définir des meilleures stratégies ou des meilleures activités qui vont toucher les populations. Les populations les plus touchées par le paludisme se retrouvent dans la région du centre, selon les données évoquées par le docteur Germaine Ekoyol au cours de cette première journée de travail. Il y a un facteur population, plus la population est rassemblée et plus il y a un risque de transmission. Et plus la population rassemblée vit dans des conditions où l'assainissement n'est pas très bon, plus le moustique trouve le moyen de se multiplier avec la présence de l'eau, de l'humidité. Et plus on a de moustiques, on l'a vu, plus la transmission est élevée.
Pendant 3 jours, ces représentants des organisations de la société civile vont s'activer pour que les interventions communautaires puissent être au premier plan. Et cette note d'information en sport volleyball, les Lions indomptables bientôt en stage. L'entraîneur national Jean-René Akono vient de rendre public la liste des joueuses retenues pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans cette liste, on compte 12 professionnels et 8 joueuses locales. On note également la première convocation de Victor Nama qui évolue en France et le retour du libéro Raïssa Nasser. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Et on poursuit en culture. Le ministre des Arts et de la Culture sollicité dans l'accompagnement de plusieurs projets culturels. Le docteur Pierre Ismaël Bidonkwat a reçu hier en audience le coordonnateur de la route des chaufferies et le chef supérieur Baleine. Les deux personnalités sont venues présenter leurs projets au patron de ce département ministériel. De précision dans cet élément. Des hôtes de marque au ministère des Arts et de la Culture ce 4 avril. Pierre Ismaël Bidonkwat reçoit d'abord le coordonnateur de la route des chaufferies, Sylvain Djatien Zefa. Le Camerounais vivant à l'étranger est venu présenter au patron de ce département ministériel 4 projets qui visent la valorisation et la promotion de la culture camerounaise. Ce sont des projets qui placent l'homme au cœur de son identité culturelle tout en valorisant la coopération, le dialogue, la connaissance de l'autre. Alors ce sont des projets d'aménagement culturel du territoire avec comme point fort le plus souvent des centres d'interprétation. Le mont Baleine, situé dans l'arrondissement de Bafan, dans la région de l'Ouest Cameroun, fait partie des sites valorisés à travers le festival culturel L'Ascension du mont Baleine, qui se déroulera le 19 mai prochain. L'autorité traditionnelle de ce groupement est venue ce mercredi solliciter l'accompagnement du ministère des Arts et de la Culture en vue de la réussite sans faille de cet événement qui décrit toute une symbolique. Le mont Baleine, c'est le mont le plus élevé dans le département de Onkam. La base de la montagne regroupe tous les enfants du village. Puis la montagne, en s'élevant, se rétrécit. On ne peut arriver au sommet que par le travail, la solidarité et l'effort. Les peuples Beti, Bassa et Bororo sont les invités spéciaux de ce festival qui se veut une plateforme de célébration de l'unité et du vivre ensemble. Et dans le même registre, on parle de ce nouveau-né dans l'univers de l'art musical camerounais. Les temps sont accomplis, c'est le titre de l'album de David Joseph Jérémy Moïse Tégué qui sera dédicacé le 6 avril prochain à Yaoundé. Mais avant, l'œuvre a été présentée hier au public de la capitale. C'était le temps d'une conférence de presse. Regardez. Les temps sont accomplis. Ainsi est intitulé le nouvel album de David Joseph Jérémy Moïse Tégué. À travers une variété de musique chrétienne, l'artiste chante en vue de faire savoir à la jeunesse qu'il y a un temps pour toute chose. Le temps du changement, de la transformation du nouveau Cameroun n'est plus loin. Voilà ce que j'attends de la jeunesse du Cameroun. Que, n'est-ce pas, elle ne copie pas et qu'elle n'entre pas dans cette gloire avec l'état de leur père. Parce que nos pères nous ont détruit le trésor que Dieu nous a donné. Voilà ce que j'attends d'eux. Et pour cela, on a besoin de quoi? De la formation, de l'instruction, de l'école. Face à la presse ce 3 avril à Yaoundé, le prophète présente l'album de 7 titres, à savoir Divin Rocher, Baham et Mahanaïm, Armageddon, Melchisedec, Golgotha, Apocalypse 10 et Apocalypse 19. C'est 7 titres qui parlent de la décision du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de transformer les choses dans cette saison, de changer la manière dont les hommes ont géré ses biens, sa création depuis ces dernières années. Voilà ce que je dis. Et je dis, le Cameroun est au centre de cette transformation-là. Le Cameroun est le centre du monde. Le Cameroun est, dans le monde spirituel, le pays le plus important maintenant dans le monde. Et c'est pour ça que Dieu va commencer à transformer les choses dans ce pays. La conférence de presse de ce 3 avril est en prélude à la dédicace de l'album Les temps sont accomplis, prévu le samedi 6 avril prochain. À tout jamais.
Et toujours dans le même registre, vous nous dites que le Chantre Parfait est en concert à Douala. Robert Chalitok. Oui, Delphine Fonkou, merci pour ces informations. Nous poursuivons en culture pour dire qu'après les Canals d'Or, les artistes ont repris du service. Chantre Parfait fait partie de ceux qui figuraient dans la catégorie gospel de l'acte 12 des Canals d'Or remporté par John Duchamp. L'artiste prépare un concert à Douala pour remercier ses nombreux fans pour leur soutien sans faille. Julio Trésor-Tanon et Thierry Henri-Tinda pour plus de détails. C'est parti pour une série de concerts organisés par Chantre Parfait. L'artiste nommé au récent Canal d'Or Acte 12 dans la catégorie Gospel tient à communier avec son public pour dire merci du soutien. Les répétitions vont bon train ici à Douala, en prélude au concert du 21 avril à la terrasse de Ndokbo. Ouais, déjà pour un début, c'est merveilleux, ces répétitions. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne et la force, les talents qu'il a donné à ses musiciens. Et depuis, vraiment, les gars sont flot au moulin de donner quelque chose de meilleur. Les artistes invités sont aussi à l'œuvre, le groupe H1 par exemple. Psalmiste Philippe est aussi invité pour le concert à venir de Chantre Parfait et dit sa satisfaction. Pour les premières répétitions de cette soirée, je me sens vraiment déjà prêt et déjà la pression monte. Les musiciens sont déjà prêts vraiment. Et pour une première répétition, les musiciens vraiment ont donné le meilleur d'eux. Je crois que les prochaines répétitions, ça sera encore plus tôt. Et moi, je viendrai avec mes danseurs. Nous sommes en plein travail pour un bon rendement. Ce qui est sûr, nous sommes sûrs que d'ici la date prévue, nous aurons un bon rendu. L'alerte est donc lancée au public et les fans de Chantre Parfait, car le concert du 21 avril à la terrasse de Ndokbo à Douala s'annonce grandiose. Sport et éducation physique. L'image et l'exercice physique au sein des établissements vient d'être rehaussé à Kribi dans le département de l'Océan. Les responsables du lycée technique viennent de rénover l'aire de jeu pour faciliter les valeurs de fair play et de vivre ensemble. L'île Pidieu et Moussatakou nous en disent plus. Développer l'éducation physique à l'école, c'est augmenter les performances scolaires avec des élèves bien dans leur peau et dans leur tête. Le lycée technique de Kribi, dans le département de l'Océan, le sait. Cet établissement scolaire vient de réaménager complètement son aire de jeu qui jadis était impraticable et à l'origine de nombreux accidents. Pour ces apprenants, c'est une belle opportunité. Je trouve que c'est un très bon projet parce que ça va nous aider déjà davantage à jouer parce qu'on n'avait pas un terrain de football maintenant. Qu'on aura un, je pense qu'on n'aura plus besoin d'aller dans d'autres lycées pour jouer. Moi, je dirais merci au professeur pour l'espace de jeu qu'il nous donne. Et pour les jeux et les tournées des coupes qu'on aura à avoir pendant les années à venir. Pour le corps enseignant, cette rénovation va contribuer à changer l'image de l'exercice physique au sein de ce temple du savoir. Je suis ici à ma 8e année. Nous n'avons pas pu arranger ce stade. Les voitures sont passées et ça a été toute une route. Nos enfants n'auront plus les entorses et autres accidents. Les examens officiels vont bien se dérouler dans les mois à venir. Conscient d'inculquer les valeurs de fair play et de vivre ensemble aux élèves, le proviseur n'a pas hésité de porter à travers son lycée ce projet, financé sous fonds propres. Tout ce financement vient du lycée, puisqu'il n'y a que l'effort de l'association des parents d'élèves et les petites caisses d'internes du lycée. On n'a rien d'autre en attendant les contributions exigibles. Le sport en milieu scolaire, peu importe la discipline, éduque à la responsabilité, facilite l'accès à des valeurs morales et sociales telles que le respect des règles, de soi-même et d'autrui. Peut-on dire, c'est une forme d'éducation à l'émulation chevaleresque. Toujours en sport, 1-0, c'est le résultat de la rencontre qui a opposé Stade Renard et UMS de Loum. Une deuxième défaite de l'UMS de Loum qui perd de fait son fauteuil de leader de la Ligue 1. Marc Chouamo et Luciano Diakou reviennent du Mungo. L'équipe locale s'impose 1-0 dans un stade municipal de Mélon. Plan à craquer.
un mercredi après-midi à l'occasion de cette 12e journée de Ligue 1. Aucune équipe ne prend l'avantage en première période, 0-0 à la pause. 69e minute, Raymond Fossuo, attaquant du MS, trouve la barre transversale et fait frémir tout un stade. Stade Renard de Melon corrige les visiteurs par la suite. 72e minute, lancé idéalement par Djoko Mbela, Sonla, nouvellement entré en jeu, voit son centre repoussé par Parfait Dimo. Guy Chonou, bien placé, pousse le cuir dans les filets. Victoire de Stade Renard, 1-0. Ici, c'est un melon. C'est une demi-action de Stade Renard, ils ont pu marquer. On avait eu en face une grande équipe, très grande équipe, mature dans le jeu. Et il a fallu ce petit passage d'inattention dans leur défense. Nous on a profité pour mettre le ballon au fond. Ils nous ont battu 2-0 à Loum. Nous avions réussi à gagner 1-0. Une victoire contre le rival UMS de Loum qui restera à jamais gravé dans les mémoires des supporters. Nous avons eu tellement peur parce que ce but vient nous sortir, n'est-ce pas? Ce but vient nous sortir d'une situation où tout le monde là derrière, c'était l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, c'était une vengeance de battre UMS à domicile. Qui restera à jamais gravé dans les mémoires des supporters. Mais on va revenir un peu sur l'aspect technique de ce match avec notre consultant habituel sur Canada International, Yves Tchamadeu. Ce match, quelle est la lecture que vous faites dans ce derby qui a été quand même assez rude? Oui, je pense que c'est un match qui, sur le plan du contenu, n'a pas tenu toutes ses promesses. On a vu des équipes qui avaient trop de déchets dans le jeu, des passes qui n'étaient pas si accomplies par les joueurs, des défenses bien en place, il faut le dire. Mais après, je pense que cette équipe de Stade Renard a tenu promesse en allant chercher cette victoire. Stade Renard de Mélan retrouve la victoire après 4 matchs de disette. Nous étions donc dans ce stade municipal de Mélan, bien en forme. Marc Chamon, Yves Tchamadeu, Luciano Ndiakou pour Canada International. Merci Marc Chouamo. À l'étranger, l'ex-président de la République de Gambie, Yaya Jammeh, fait l'objet de plus en plus des poursuites judiciaires. Il est accusé de détournement de fonds publics et de trafic d'influence alors qu'il était encore chef d'État. La suite, c'est avec nos confrères de la BBC. La Gambie ne se remet toujours pas des années de règne de Yaya Jammeh. Pour beaucoup, la vie est un combat au quotidien car la situation économique reste difficile. L'homme, qui a dirigé le pays pendant 22 ans, est accusé de l'avoir ruiné. L'État vient de publier un rapport à partir d'entretiens de 250 témoins sur les activités d'un homme qui prétendait gouverner pendant 1 milliard d'années. L'enquête, qui a duré près de 2 ans, conclut qu'il a volé des centaines de millions de dollars. L'ancien président aurait pillé les ressources de l'État pour financer son style de vie ostentatoire. Ses Rolls-Royce et Bentley sont emblématiques du luxe qu'il aimait afficher. Son salaire mensuel était inférieur à 10 000 dollars, mais il avait une flotte de voitures de luxe, dont certaines faites sur mesure. Au même moment, un groupe de journalistes d'investigation va encore plus loin. Ils affirment que l'ancien président Jammeh et ses proches collaborateurs ont volé près d'1 milliard de dollars, dont plus de 350 millions de dollars à la Société nationale des télécommunications, 325 millions de dollars, commerce illicite du bois, 70 millions de dollars de la Banque centrale et 60 millions de dollars de la caisse de retraite du pays. Ces chiffres vont au-delà des estimations de l'État, mais le gouvernement estime qu'ils pourraient être véridiques. J'ai des raisons de croire que leurs rapports sont exacts, étant donné que cette commission a déjà établi que l'ancien président Jammeh a détourné plus de 6 à 700 millions de dollars au total et n'a pas été en mesure d'enquêter sur toutes les activités de l'ancien président en raison de diverses contraintes, y compris le temps. Jammeh a fui la Gambie en 2017 et vit depuis en exil en Guinée équatoriale. Après avoir d'abord accepté de répondre aux allégations, les dirigeants de son parti, l'APRC, n'ont finalement pas donné suite. Pour l'heure, une chose est sûre, l'enquête sur les activités durant son règne se poursuit. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément de nos confrères de la BBC que nous mettons thème à cette édition du journal de la mi-journée sur Canada International. Merci de nous avoir prêté vos yeux, vos oreilles, surtout votre attention. Merci à toute l'équipe technique conduite par Colin Swanchon. Bon après-midi, au revoir.